Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point sur le Cold Winter Challenge. On est à peu près à la moitié du challenge. Donc voilà, autour du 14-15 janvier, on était à peu près à la moitié. Et je n'ai rien lu depuis le 14-15 janvier. Donc clairement je vous fais le bilan de la première moitié. Et c'est un beau bilan pour le moment, je suis plutôt contente. J'ai bien avancé mon challenge. Je ne m'en suis pas du tout tenue à la pile à lire que j'avais prévu à la base. Pour quelques titres oui, mais de manière générale pas forcément, et c'est pas plus mal. Donc là je vous présente mes lectures à partir de début décembre, mais il me semble que mes lectures de octobre et novembre, je vous en ai pas du tout parlé. Donc dites-moi en commentaire si ça vaut le coup, si vous voulez quand même que je vous fasse un petit rappel, je vous dise un petit peu ce que j'ai lu en octobre et novembre, ou si bon bah ça fait trop longtemps et c'est pas grave et on passe à autre chose et tant pis pour ces lectures là, j'en reparlerai peut-être dans des vidéos coup de cœur ou ce genre de choses s'il y a eu des coups de cœur. Dites-moi ce que je fais de ces 2 mois de lecture dont je ne vous ai pas parlé, dites-moi ça en commentaire. Et là on va se concentrer du coup sur les lectures à partir de décembre, les lectures du Cold Winter Challenge. Je vous mets dans le petit i ma pile à lire du Cold Winter Challenge et les recommandations. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de présentation du challenge réalisée par Laure. Si vous ne connaissez pas sa chaîne ou si vous ne connaissez pas le challenge, allez y faire un tour. Et du coup moi je vais reprendre les menus et vous présenter ce que j'ai lu pour chaque sous-catégorie. A savoir que pour valider toutes les sous-catégories de tous les menus, il ne me manque que 4 lectures. Donc j'ai plutôt bon espoir de les avoir finis, de les avoir remplis d'ici la fin du mois de février si je reprends un rythme de lecture. Alors j'allais dire un bon rythme de lecture mais non parce qu'en fait je n'ai pas du tout de rythme de lecture, là ça fait une bonne semaine que je n'ai pas ouvert un livre. Donc voilà, à corriger. Donc pour commencer on a le menu Magie de Noël. Et donc autant dire que la plupart de mes lectures ont été faites autour de la période de Noël. Donc ce menu est le seul qui est entièrement rempli, donc j'ai déjà validé un menu. La première catégorie c'est All I Want for Christmas. Et pour cette catégorie j'ai lu 3 livres, voilà, rien que ça. En fait il y en a 2 que j'ai écouté en audiobook et un autre que j'ai lu en format papier sous forme de calendrier de l'Avent. Le premier il s'agit de La fille de Noël de Franck Bondou que j'ai lu, que j'ai écouté en audiobook en même temps que je faisais un puzzle. Et le texte est principalement lu par Shaim, mais il y a aussi d'autres acteurs qui ont fait les voix des autres personnages, des personnages autres que la narratrice. Et c'était mignon, voilà, au niveau des voix c'était très dynamique, c'était intéressant, c'était une bonne écoute, j'ai bien aimé, mais c'était pas forcément extrêmement marquant au niveau de l'histoire. Donc on suivait en fait, la narratrice était la fille du Père Noël, et on est, on se trouve au royaume du Nord, et il y a une école pour les lutins, une école pour les gnomes, une école pour... il y a tout plein de royaumes et il y a une année où le Père Noël se retrouve plongé dans un profond sommeil et il ne se réveille pas. À quelques jours de Noël, tout le monde commence à s'inquiéter et la fille du Père Noël prend un peu les devants et essaye de comprendre ce qui se passe et essaye de sauver Noël. Et voilà, c'est plein de petites péripéties, c'est sympathique, c'est mignon, mais pas forcément très marquant. Donc ensuite, toujours en audiobook, j'ai écouté Tessa et Weston, The Best Christmas Ever de Abby Emmons. Donc c'est en fait un tome compagnon, une suite d'un autre livre que j'ai lu pour une autre catégorie et qui s'appelle 100 Days of Sunlight, dans lequel on fait la rencontre de Tessa et Weston. Donc je vais pas trop en dire sur ce deuxième tome, sinon ça va spoiler un petit peu le premier, mais on est voilà, sur de la romance et celle-ci c'est une partie qui se passe à Noël. Entre ces deux personnages, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'écriture de Abby Emmons, c'est assez prenant, c'est léger, c'est frais. Vraiment il y a un côté frais en fait dans son écriture que j'ai particulièrement apprécié et qui fait qu'on apprécie les personnages, qu'on s'attache à eux et qu'on a envie voilà, de suivre leur petit quotidien, leurs émotions, voilà, savoir ce qui se passe pour eux et avancer avec eux, voir les choses évoluer avec eux. J'ai beaucoup aimé que dans ce deuxième tome, on réponde à des questions, on approfondisse des choses qu'on avait juste vaguement survolé dans le premier parce que c'était pas le sujet voilà, de ce premier tome. Mais je me rappelle très bien m'être posé certaines questions en lisant le premier tome, notamment à propos du personnage de Tessa. Et en fait, ce deuxième tome vient compléter toutes ces informations, même si on peut très bien se contenter de lire le premier tome sans lire le deuxième, puisque voilà, l'histoire se termine, voilà, il y a une fin en soi.
C'est juste que du coup l'autrice a décidé d'écrire une suite qui se passe à Noël et qui fait du bien, Voilà, c'est le genre de lecture qui fait chaud au cœur, qui fait profiter de Noël. Il y a plein de petites scènes autour des traditions, autour des relations familiales, etc. Et voilà, c'était tout doux, c'était tout beau et c'était frais. Et ensuite, comme je disais, j'ai lu sous forme de calendrier de l'Avent Et si on pliait les étoiles de Erika Aboyer. Encore une fois, j'ai adoré. C'est la suite de Il faut parfois déplier les étoiles que j'avais lu l'année dernière. On y suit Sora et Elliot qui sont deux meilleurs amis et dans le premier tome, Sora oublie l'anniversaire d'Elliot et pour se faire pardonner, il lui pique sa jarre à souhaits, donc dans laquelle Elliot a mis des souhaits, des vœux qu'il avait pour lui-même au fil des mois et donc Sora lui pique sa jarre et décide de lui réaliser un vœu par jour jusqu'à Noël. Sauf que les sentiments d'Elliot pour Sora sont cachés dans cette jarre, dans ses vœux, et ce ne sont pas que des sentiments d'amitié. Donc voilà, on a une belle romance entre Sora et Elliot dans le premier tome et on les retrouve dans ce deuxième tome et j'ai adoré tout autant. Donc là on se situe un an plus tard puisque c'est à nouveau à la période de Noël où cette fois Sora demande à Elliot de faire des vœux au quotidien et voilà, il les réalise au fur et à mesure. Donc cette fois il remplit la jarre plutôt que de la vider. Et c'est tout aussi beau. Et cette fois, en fait, on met en avant plus les doutes d'Elliot quant à sa relation, quant à son avenir surtout, puisque il est en terminale et il doit faire un choix pour le reste de sa vie, de sa scolarité. Et c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était traité ici. Pour la catégorie Lettres au Père Noël, j'ai lu La Lettre volée et autres enquêtes de Edgar Allan Poe. C'est un livre de la collection Lorma, donc ce sont en fait des petits livres, tout petit format, qui sont faits pour être envoyés par courrier. Donc on était parfaitement dans le thème de cette catégorie. Et dedans il y avait La Lettre volée, Manuscrit trouvé dans une bouteille et La chute de la maison Usher. Sachant que j'avais déjà lu La chute de la maison Usher dans mon recueil de nouvelles de Poe illustré par Benjamin Lacombe. Donc ça a été une relecture pour cette troisième histoire là, mais j'ai pu découvrir les deux autres. On est dans un univers très sombre, très gothique, où la folie et le fantastique se mêlent et ça donne un univers vraiment très particulier, très propre à la plume d'Edgar Allan Poe et j'ai beaucoup aimé ce recueil. Même si effectivement ça se lit par petites touches je trouve du Edgar Allan Poe, donc j'ai vraiment lu les trois nouvelles séparément, j'ai pas enchaîné, c'est pas quelque chose, voilà, je vais pas lire tout un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe d'affilée, je vais voilà, lire de temps en temps par-ci par-là, parce que sinon ça devient un petit peu, je sais pas, un petit peu lourd. Pour la catégorie Danse de la Fée dragée, j'ai lu le premier tome, enfin ou plutôt j'ai relu le premier tome de la saga Le Sorceleur, donc le dernier vœu, d'André Sapkowski. Donc pour le coup, comme je disais, c'est une relecture, j'avais adoré lire les 3 premiers tomes. Je les ai lus l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais avec la sortie de la saison 2 de la série sur Netflix, ça m'a donné envie de me replonger dedans, donc je me suis revue la saison 1, j'ai enchaîné avec la saison 2 et du coup j'ai repris les livres tout de suite. Et j'ai enchaîné les 3 premiers tomes et là maintenant j'arrive sur ceux que je n'ai pas encore lus, donc ceux que je vais découvrir pour la première fois, mais je compte les enchaîner aussi assez rapidement. En tout cas j'ai encore plus aimé cette relecture que la première fois puisqu'on y retrouve Geralt, donc le sorceleur, à travers plein de nouvelles et finalement ce format nouvelle me plaît énormément. Voilà, si je dois comparer avec le format roman, j'ai tendance à préférer le format nouvelle alors que la première fois que je l'ai lu, et pas forcément. Mais là voilà, j'adore redécouvrir Geralt à travers différentes facettes, différentes rencontres et différents moments de sa vie. Et j'ai eu l'impression de remarquer, de comprendre beaucoup plus de détails qu'à la première lecture. Ensuite on a le menu cocooning hivernal. Je n'ai encore rien lu pour la catégorie marron glacé, mais ça ne saurait tarder. Par contre pour Bonheur en pain d'épices, c'est là que j'ai lu 100 Days of Sunlight de Abby Emmons. Donc comme pour le deuxième tome, je l'ai écouté en audiobook. En plus, je ne l'ai pas précisé pour le premier, mais en plus c'est lu par l'autrice elle-même. Donc voilà, elle sait insuffler une bonne vie à ses personnages puisque non seulement elle les écrit mais elle arrive aussi à les retranscrire à l'oral et voilà, elle a une voix très agréable. D'ailleurs je suis aussi ses vidéos sur YouTube puisqu'elle donne des conseils d'écriture et voilà, j'aime bien sa manière de s'exprimer et j'ai aimé retrouver ça
dans son audiobook. Et donc dans 100 Days of Sunlight, on va suivre Tessa qui a eu un accident de voiture et a perdu la vue. Alors c'est provisoire, mais elle ne sait pas pour combien de temps et du coup elle doit réapprendre à vivre au quotidien en ayant perdu un de ses sens sans lequel elle ne se sent pas capable de vivre. Donc elle est dans une phase, donc au début du livre elle est dans une phase où elle est déprimée, elle est vraiment pas bien, elle n'a aucune motivation. Et donc Tessa vit avec ses grands-parents qui, pour l'aider, décident d'embaucher quelqu'un pour l'aider à tenir son blog et à écrire ses poèmes. Ils le font un peu dans son dos sans la prévenir, contre son avis. Et c'est comme ça qu'elle rencontre Weston qui répond à cette annonce parce qu'il est intrigué par Tessa et qu'il pense qu'il peut l'aider, qu'il peut la comprendre et qu'il peut l'aider et l'accompagner. Plus que juste écrire des posts sur son blog, il peut l'aider à se sentir mieux et à vivre avec ce handicap plus facilement. Et j'ai adoré ces deux personnages, ces deux adolescents qui sont complètement différents. Et c'est ça qui fait qu'ils font ressortir des choses l'un chez l'autre que j'ai trouvé extrêmement intéressant et extrêmement attachant. J'ai beaucoup aimé la manière dont les deux évoluent au contact l'un de l'autre et j'ai trouvé plutôt intéressante la façon dont le sujet du handicap était présenté dans ce roman. Dans cette jolie petite romance qui est, mine de rien, sans prise de tête, qui est légère et fraîche et qui fait du bien. Avec une mention spéciale pour les frères de Weston, puisque si Tessa est fille unique, Weston a lui 3 frères et je les ai adorés, ils sont trop mignons. Ensuite, pour la dernière catégorie de ce menu, on a Vitrine de Noël et je vous présente le livre qui représente Noël pour moi. Voilà, on a une vitrine parfaite de l'hiver à travers ce livre. Il s'agit de Mon hiver cosy de Caroline Millet, donc celle qui l'a écrit et illustré. Et dedans on trouve des recettes, des DIY, des petits guides, de séries télé ou de films à voir ou de livres à lire pendant cette période-là. Voilà, tout pour se faire du bien et affronter l'hiver de la meilleure des façons. Tout ça avec de très jolies illustrations que je vous ai montré dans mon vlog de décembre où j'avais fait un unboxing de ce livre avec le mug qui allait avec. Et donc voilà, je l'ai lu pour cette catégorie-là et comme mon automne cosy que j'avais adoré, j'ai tout autant aimé mon hiver cosy. Je trouve les illustrations tellement belles et vraiment à travers ce livre on se plonge complètement dans tout ce qu'il y a de positif et d'agréable dans cette saison. Le menu opposé pour moi c'est Hiver sombre avec comme première catégorie Scrooge. Et là j'ai lu My Cousin Rachel de Daphné du Maurier que je n'ai pas ici parce que je l'ai rendu à Justine de la chaîne Red Blue Moon qui me l'avait gentiment prêté. Je lui ai rendu. Ce livre là fait partie de mes coups de cœur de 2021 donc je vous invite à aller voir ma vidéo coup de cœur de 2021 pour en savoir un petit peu plus parce que sinon j'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais voilà, c'est un classique que j'ai beaucoup aimé et qui va parfaitement dans cette catégorie puisque on a du conflit entre Rachel et Philippe mais aussi entre Philippe et son parrain. On a aussi le côté mensonge puisque on ne sait pas qui dit la vérité entre justement Rachel, entre son mari au moment où il commençait à être malade et à potentiellement perdre la tête. On ne sait pas trop, donc il émet quelques accusations qui peuvent être interprétées d'une façon ou d'une autre et voilà, on ne sait pas si c'est la vérité ou si c'est son état de santé qui le faisait voir des choses. Et pareil pour Philippe qui est un narrateur, donc qui est le narrateur du roman, mais qui est un narrateur qui est très peu fiable. Donc voilà, pour moi ça rentrait parfaitement dans cette catégorie et c'est d'ailleurs tous ces éléments qui m'ont fait adorer ce roman. Ensuite on a la catégorie Stalactites ensanglantées avec horreur, thriller et suspense. Donc j'ai lu un roman d'horreur de chez Scrinéo. Il s'agit de Cet escape game est une vraie tuerie de Arthur Ténor, dans lequel on va suivre une bande de 5 adolescents qui décident d'aller tester un nouvel escape game. Et l'organisateur en fait leur propose de tester gratuitement leur nouvelle version de l'escape game. Mais quand ils arrivent là-bas, les choses prennent une tournure un petit peu inquiétante et tout du long de leur escape game, ils ne savent plus qu'est-ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et il y a un certain nombre de débordements qui ont lieu. Donc c'est un escape game d'horreur et clairement ils en ont pour leur argent, même si c'est gratuit. Pour le coup, si le livre précédent est un coup de cœur, celui-ci est une grosse déception. Je n'ai pas du tout aimé. Alors ce n'est pas tant les descriptions parfois, alors un petit peu gore mais ça reste quand même raisonnable. C'est pas vraiment ça qui m'a dérangé, c'est plutôt la description des 5 adolescents où on est dans du gros cliché qui fait que
aucun des personnages n'était intéressant. Voilà, on avait juste la jolie blonde bien foutue qui ne s'occupe que de son apparence et de draguer le beau mec. On a l'aristo, on a la fille coincée avec ses lunettes mais qui en fait est plus courageuse que ce qu'on pense et plus intéressante qu'on a pu le croire jusque là. Et le gamin obèse qui passe son temps à manger. Voilà, donc on est vraiment sur du cliché des personnages et ça m'a agacé tout le long. Donc je n'ai pas aimé les personnages, je n'ai pas aimé la manière dont ils étaient dépeints et ça m'a empêché d'apprécier ma lecture. Donc on passe à la catégorie suivante où pour le coup j'ai aimé le livre puisqu'il s'agit de la catégorie Père Fouettard et que dedans j'ai mis le tome 2 du Sorceleur. Le tome 2 c'est l'épée de Providence et c'est toujours un recueil de nouvelles et j'ai toujours autant apprécié cette relecture. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire si ce n'est que on avance dans l'histoire tout en ayant des histoires qui ne se passent pas forcément de manière chronologique dans ce tome non plus et qui permettent de découvrir les personnages, donc Geralt, Yennefer, Ciri ou encore Jasquier dans un ordre complètement différent et du coup j'ai adoré les retrouver dans diverses situations et cette relecture m'a fait encore plus apprécier les personnages de Geralt et de Jasquier. Et bizarrement à cette relecture je me réconcilie avec Yennefer que j'aimais pas trop à ma première lecture et là du coup je l'aime bien. Pour la catégorie un chalet sous la neige je n'ai encore rien lu mais voilà jusqu'à fin février donc on verra bien. Bien ensuite le menu marché dans la neige avec comme première catégorie Pôle Nord pour laquelle je n'ai encore rien lu mais je compte vraiment lire Que passe l'hiver de David Brie dans les semaines qui viennent donc voilà je ne m'inquiète pas trop pour cette catégorie. Puisque ce livre, ça fait 3 hivers d'affilée que je me dis que je vais lire le prochain hiver. Surtout que j'aime la plume de David Brie. Pour la catégorie Pôle Sud, j'ai mis donc le tome 3 du Sorceleur, donc Le sang des elfes, qui est le premier tome sous forme de roman et non de nouvelle. Donc voilà, comme je disais, à cette relecture, je préfère le format nouvelle que le format roman, mais j'ai quand même adoré retrouver les personnages et continuer d'avancer. Et de voir encore plus de détails, mais je vois tellement plus de détails que la première fois où je l'ai lu. Je me rappelle très clairement que la première fois que j'ai lu Le sang des elfes, j'étais complètement perdue au niveau des intrigues politiques et des différents royaumes, enfin des différents lieux, alors qu'à la relecture c'était beaucoup plus clair. Donc voilà. J'espère que ça sera clair quand même pour la suite que je compte enchaîner. On verra bien. Mais je pense que maintenant j'ai plus ou moins bien imprégné les noms. Toujours dans ce menu marché dans la neige, la dernière catégorie c'est forêt enneigée et pour cette catégorie j'ai lu la BD Mère morte, donc écrite par Aurélie Wallenstein et illustrée par Olivier Boiscommun et j'ai adoré, j'avais beaucoup aimé le roman Mère morte écrit par Aurélie Wallenstein. Je vous mets dans le petit U ou en barre d'infos mon avis sur Mère morte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver cet univers puisque du coup on va suivre l'un des personnages de Mère morte mais bien avant le roman et on va rencontrer cette baleine blanche des mers mortes ainsi qu'un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est une jeune femme qui danse avec les méduses et voilà je l'ai adoré. Et c'était très court, très rapide à lire mais les messages qu'il y a dedans, donc des messages écologiques très clairement, reste très fort et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié du coup avec cette lecture. Et honnêtement j'espère qu'on aura voilà, toute une collection, toute une suite à ces BD parce que j'ai envie de connaître l'histoire de Bengal avant qu'il arrive dans Mère morte, avant qu'on le découvre en tant que pirate dans Mère morte. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur lui et de continuer de voir cet univers où les eaux ont disparu, il n'y a plus d'eau, on a la catastrophe écologique, on a tellement épuisé nos ressources que les mers ont disparu et que les sources d'eau sont extrêmement rares et que du coup les hommes se battent les uns contre les autres pour ces points d'eau et pour essayer de survivre. Et en plus de ça, les âmes des mers, les fantômes des mers viennent par marée et voilà, on voit à travers ces marées la souffrance subie par les animaux marins à cause de la cruauté des hommes et de ce qu'on fait aujourd'hui avec les techniques de pêche, la pollution, etc. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui donne lieu à ces marées et à ces horreurs que l'on voit dans cette BD et dans le roman. Et donc du coup je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement beau et extrêmement triste. Sur ces mots pas très joyeux, on change de menu et on arrive à Sorcellerie hivernale. Je n'ai rien lu pour la catégorie Étoile des neiges. Par contre pour Baba Yaga, j'ai lu le tome 2 de la saga L'éveil des sorcières de Cordelia. Donc le tome 2, il s'agit du secret de Maëlys. Dans le premier tome, Nora découvrait qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle était une sorcière et que deux de ses camarades
collège avaient eux aussi des pouvoirs et que une des profs du collège leur enseignait la magie, leur apprenait à la contrôler. Et donc ce premier tome était plutôt concentré sur Nora et puis une petite cause féministe qui passait par là. Et dans ce deuxième tome, on va être plutôt concentré sur Maëlys. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais j'ai bien aimé retrouver cet univers, toujours ce message féministe qui est tout aussi présent, mais cette fois sous un format différent. Donc on a voilà, le côté féminisme, mais aussi le sujet de la tolérance qui sont présentés dans ce tome, et j'ai beaucoup aimé voir ça à travers le personnage de Maëlys et son amitié avec Nora et Rajan. Et surtout, on continue d'en apprendre un petit peu plus sur le monde des sorcières. Et enfin, on a la catégorie Yule, et j'ai lu un recueil de contes pour cette catégorie. Il s'agit des contes du miroir, donc de la maison d'édition Magic Mirror. Ils sont illustrés par Mina M et ils sont absolument sublimes. Donc déjà, il y a une mise en page qui est très très belle, et en plus on a de très belles illustrations. Donc je l'avais pris lors de la campagne Ulule et je n'ai aucun regret. Le livre est tellement beau avec ses pages dorées et tout ça. C'est vraiment un très bel objet livre, et il reprend pas mal de contes dedans. Notamment, j'ai été plutôt contente de pouvoir y trouver La Belle et la Bête, donc la version de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, puisqu'il y a des versions de plusieurs auteurs et autrices différentes, donc voilà, j'ai pu découvrir cette version là. Et j'ai aussi découvert un autre conte que je ne connaissais pas, il s'agit du conte de l'Oiseau Bleu, écrit par Marie-Catherine Dolnoy. Donc voilà, j'ai pu découvrir deux versions de contes que je ne connaissais pas du tout dans un objet livre absolument sublime. Donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment dans mon Cold Winter Challenge. Ça fait quand même déjà 14 livres lus dans le cadre de ce challenge depuis début décembre, donc je suis assez contente. Et en fait en soi, pour compléter le challenge, il ne me manque que 4 lectures. Je pense que j'en ferai un petit peu plus d'ici février, du moins j'espère, du moins ma pile à lire espère. On n'est pas à l'abri de ne pas avoir le temps de lire ou de ne pas avoir envie, hein, ça peut arriver. Mais je pense quand même lire un petit peu plus de 4 livres, donc j'ai bon espoir de pouvoir compléter complètement toutes les catégories et de tous les menus de ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge, dis-moi où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez lu, si vous avez eu des coups de cœur. Si ce challenge vous a permis de découvrir de beaux livres, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous avez lu aussi certains de ces livres, si certains vous font envie. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.